Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir le docteur David Auer, médecin, psychothérapeute, conférencier et auteur. Après 30 ans d'exercice comme médecin de famille dans le sud de la France, le docteur Auer s'est consacré à l'écriture, à la formation et à la transmission de la cohérence cardiaque, discipline qu'il a largement contribué à populariser en francophonie. Il a notamment cofondé avec le docteur David Servan-Schreiber ce qui autrefois était appelé l'Institut de médecine intégrée de Paris, aujourd'hui devenu l'Institut français de MDR, où il continue à enseigner la cohérence cardiaque aux professionnels de santé. Bonjour David. Oui, bonjour Audrey. Merci de m'avoir invité. Merci à vous pour votre disponibilité. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à la petite présentation? Oui, euh, pour la première fois, je sors un peu de ma zone de confort. La cohérence cardiaque, aucun problème. Ça fait 25 ans que j'en occupe. Les podcasts, les conférences, j'ai la réponse à toutes les questions. Et là, pour la première fois, y compris au niveau de livre, je sors du confort de la cohérence cardiaque pour parler d'un sujet beaucoup plus vaste. Au-dessus de la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la cohérence cardiaque? Ben, il y a la respiration. Et donc, c'est bon, c'est un scoop. C'est ma première apparition en vidéo sur un sujet de non-cohérence cardiaque. Voilà. Ah là là, je suis ravie pour vous et ça va très bien aller, j'ai aucun souci. Ouais, Alors je vraiment, respire. c'est ça, C'est un c'est truc ça. extraordinaire. Voilà. Alors, votre dernier ouvrage s'intitule Le Grand Livre des Souffles, qui est un guide dans lequel vous présentez 30 pratiques respiratoires simples pour résoudre ce que vous appelez les tracas émotionnels, physiques les plus fréquents, hein, le stress, la douleur chronique, la charge mentale, les troubles du sommeil, etc., etc. Donc, vous allez nous parler de tout ça. Qu'est-ce qui rend le souffle si central pour notre santé et notre équilibre dans la vie? Parce que finalement, vous l'avez personnellement placé dans votre pratique personnelle et professionnelle, du coup, hein. Bien sûr. Et le souffle, la respiration, on devrait dire la ventilation, puisque c'est le fait d'inspirer et d'expirer. Mais le souffle, comme j'aime bien l'appeler, euh, c'est automatique lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque. Bien sûr, il y a d'autres façons d'être en cohérence cardiaque, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Mais lorsqu'on fait ce que j'appelle la cohérence cardio-respiratoire, on synchronise la fréquence cardiaque avec la respiration, on travaille forcément avec la respiration, avec le souffle. Et pendant des années, j'ai en clientèle, en formation, en conférence, parlé de la respiration, de la cohérence cardiaque. Et lorsque je fais des formations, lorsque je donne des formations professionnelles sur la cohérence cardiaque, ce sont des formations sur 3 jours. C'est un petit sujet, la cohérence cardiaque, hein. Il n'y a pas de quoi faire une année de cours, faire un DU. On m'a demandé de faire un DU de cohérence cardiaque avec 120 heures. C'est impossible, puisque le sujet tient en 24 heures, quoi, en tout. Et bien à la base, la première journée, c'est la physiologie simplifiée de la respiration. Pourquoi? Parce qu'avec la cohérence cardiaque, on cherche à modifier un élément fondamental de notre corps, de notre physiologie, de notre façon de fonctionner. La physiologie, c'est la science du fonctionnement. L'anatomie, c'est la description des éléments. La physiologie, c'est comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, toute maladie, toute pathologie, tout tracas de santé vient d'un déséquilibre d'un système interne qui est en équilibre en permanence. Et notre système de régulation, notre système de vie, de maintien en vie, s'appelle le système nerveux autonome. Nous avons un système nerveux volontaire. Eh bien, je décide de lever la main, je décide de parler, je décide de penser à quelque chose. Mais en arrière-plan, il y a une énorme usine qui fonctionne en permanence. Je ne dis pas, bon, je vais dormir. Je dors, je me réveille.
la fréquence cardiaque, inspire, expire, souffle, tout ça, ça fonctionne de façon totalement automatique de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Et il y a un grand système qui gère tout ça, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la digestion, les cycles du sommeil, les hormones, la transpiration. C'est entièrement automatique. Et c'est en dehors du champ de la conscience, de la volonté. Pour régler notre adaptation, pour nous maintenir en vie, nous avons un système donc d'adaptation, ce système nerveux autonome qui se partage en deux branches. Une branche qui active le système de la fuite ou le combat pour me mettre en sécurité. Parce que ce que c'est rester en vie, c'est me tenir à l'écart du danger, m'éloigner du danger ou éloigner le danger. Et nous sommes des animaux, faisons partie du règne animal. C'est-à-dire notre adaptation se fait par le mouvement musculaire. Soit nous éloigner, nous, du danger, la fuite par exemple, soit éloigner le danger avec le combat. Et tout ça, c'est musculaire. La totalité du système de défense, de protection, de survie d'un animal, c'est l'animation musculaire. Donc nous avons ce système, j'ai peur, mon cœur accélère, ma fréquence cardiaque accélère, pour avoir plus d'énergie musculaire, glucose et oxygène. C'est tout bête, hein? Donc on a ce système qui nous met en mode garde à vous. Faites attention, il y a un danger réel, supposé, perçu. Donc je prépare cette énergie au mouvement. Et une fois que soit le danger est passé, soit la perception du danger a disparu, ben, on a besoin de revenir à l'état de calme, de repos, de réparer les dégâts, de renouveler les ressources énergétiques. Et donc on a un système qui fait ça. Donc, il y a un système qui s'appelle orthosympathique, tout ça dérivé du grec, parce que c'est connu depuis très longtemps. Et même la médecine, les médecines orientales, avec le yin et le yang, c'est exactement la même chose. Hein. Le orthosympathique, ils ont changé le nom, là, yin et le parasympathique. Et donc, on a en permanence un balancier entre orthosympathique, parasympathique, sympathique, etc., qui cherche à s'adapter en temps réel aux éventuelles menaces. Toute pathologie, toute maladie est causée et accompagnée par un déséquilibre de ce système. Le meilleur exemple, c'est votre santé financière. Vous êtes en santé financière si vos dépenses énergétiques sont équilibrées par vos ressources énergétiques. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est du travail en papier, mais ça représente un travail, ça représente une dépense énergique. Vous avez travaillé, avant de travailler beaucoup plus avec nos muscles pour le travail, mais vous avez travaillé, donc vous avez c'est du travail, l'argent. L'argent, le sympathique serait de cet argent vers l'extérieur. Le parasympathique, c'est la reconstitution des réserves. Vous êtes en santé financière si vous êtes équilibré, une balance entre les dépenses et les ressources. C'est exactement la même chose que nous avons avec la santé humaine, la santé animale, la physiologie animale. Et il se trouve que toutes les pathologies, quelles qu'elles soient, et je mets n'importe qui au défi de trouver une maladie qui ne soit pas accompagnée d'un déséquilibre du système nerveux autonome, soit trop de sympathique dominant, c'est 80-90% des pathologies de la médecine générale. C'est trop de sympathique, trop de dépenses. Mais dans le système financier, c'est pareil. Les, les problèmes de santé financière, c'est pas d'avoir trop d'argent, non. C'est d'avoir pas assez et d'avoir trop de dépenses. C'est la même chose pour le corps humain. Donc, la plupart des pathologies, c'est trop de dépenses, pas assez de ressources. Et le stress, on est l'une des grandes origines. Puis le stress nous met dans un état de peur permanent, donc un état sympathique dominant permanent. Donc, on sécrète du cortisol, l'hormone du stress, qui mobilise l'énergie, justement. Et puis, mais il y a aussi des pathologies, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, ou parasympathiques dominants, en fait, on a un système de réparation, de restauration qui est trop développé. En fait, le système de l'énergie qui n'est pas assez développé. Là, on est à plat, je parle de la dépression, je parle de l'épuisement, tout ça, on n'a plus de sympathique, donc il y a des équipes. Il n'y a pas beaucoup de façons de d'affronter ou de prendre en charge les maladies. Bien sûr, il y a la voie chimique, où il y a la voie chimique, soit synthétique, soit d'origine naturelle, où on va trouver des composants qui en général sont anti quelque chose, anti-hypertenseurs,
anti-ulcéreux, etc., qui vont freiner, c'est plus facile de freiner quelque chose que de le stimuler, qui vont freiner un système dominant. Ça marche bien, hein, ça marche bien. Mais on fait confiance à quelque chose d'extérieur. En dehors de ça, il y a très peu de moyens pour avoir un impact sur le système nerveux autonome, à part quelque chose qu'on va manger, qu'on va ingérer en tout cas. Bien sûr, localement, on peut mettre des pommades, mais c'est exactement la même chose. Et il y a, dans le système nerveux autonome, une fonction qui est autonome, automatique et involontaire, mais qui permet une petite part de volonté. C'est pas la digestion, je peux pas arrêter ma digestion. C'est pas le cœur, je peux pas arrêter mon cœur. Je peux pas m'empêcher de dormir ou dormir 24 heures sur 24. C'est la respiration. La respiration, qui d'ailleurs est utilisée depuis l'Antiquité comme moyen d'intervention, je vais dire thérapeutique de santé. Mais la respiration, elle est automatique, on s'en occupe pas. Donc, de façon naturelle, on respire entre 9 et 24 fois par minute, de façon totalement naturelle. S'il y a un danger, ma respiration accélère pour avoir plus d'oxygène. Si le danger est passé, elle va redescendre à 9-10 par minute, qui est la zone de respiration naturelle, normale de la vie de tous les jours. Mais on peut l'accélérer, on peut le ralentir. On peut faire des rétentions, c'est-à-dire une pause les poumons pleins. On peut faire des suspensions, pause des poumons vides. On peut modifier l'inspiration, l'expiration. Donc, on a avec la respiration et ses différentes caractéristiques, ses différentes fonctions, on peut aller titiller le système nerveux autonome et apporter quelque chose. On ne peut pas tout faire. Par exemple, vous ne pourrez jamais vous suicider en arrêtant de respirer. Ça ne marche pas. J'ai beau essayer, ça n'a jamais marché. Et en formation, je fais un concours que celui qui arrive à mourir le premier a gagné. Je le dis parce que je sais que c'est physiologiquement impossible, parce qu'au bout d'un moment, il y a un échappement qui se produit. Le système nerveux autonome, son rôle, c'est de me maintenir en vie. Et ça passe au bout d'une minute d'arrêt de respiration, 2 minutes, si on est bien entraîné, beaucoup plus longtemps. Ça, la priorité, c'est rester en vie. Ta volonté, je m'en fiche. Là, je reprends la respiration et on respire. Et il y a très peu d'autres systèmes qui permettent d'agir sur le système nerveux autonome. On peut entrer par les muscles et tendons, les massages, la relaxation. Le mot relaxation, ça vient c'est la même racine que relâchement. La relaxation, c'est musculaire, mais notre système locomoteur est musculaire. Donc la relaxation, les massages relaxants, la chaleur qui entraîne une vasodilatation, qui calme aussi. Donc on a des moyens mécaniques, mais ils sont quand même assez limités. Je veux dire, si vous voulez traiter une douleur chronique avec le kiné, il faudra aller chez le kiné tous les jours, donc, parce que c'est quand même assez fugace. Et donc, la respiration est pour moi la voie royale complémentaire, pas alternative, complémentaire à un maintien en santé, parce qu'on a quand même une, euh, une fourchette de fonctionnement qui est très intéressante. Et donc voilà pourquoi je m'intéresse à la respiration. Et parce que pendant, ça fait 25 ans cette année, que je forme des professionnels de la santé à la cohérence cardiaque, et ça va 25 ans, plusieurs fois par an, je reprends cette physiologie de la respiration. Et dans la cohérence cardiaque, j'appelle ça une petite niche d'intervention, parce que c'est court. Et la base de la cohérence cardiaque, cette technique, et je n'ai pas fait exprès de l'inventer, le 3-6-5, un moyen mnémotechnique au départ, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que les 3 minutes ou les 5 minutes de pratique ont un effet fugace. Les techniques respiratoires sur la santé, c'est quelques heures maximum. Ça baisse le cortisol pendant 4 heures. Bon, si on veut avoir 8 heures, ben, il faut faire 2 fois. Si on veut avoir 12 heures, il faut faire 3 fois. Heureusement que la nuit, on a moins besoin de renforcer les réserves, le sommeil s'en occupe. Et donc, c'est pour ça 3 fois. Et 5 minutes, c'est le temps nécessaire et parfois suffisant pour relancer les batteries, pour revenir à notre équilibre budgétaire, énergétique du corps.
Pourquoi 5 minutes? Alors ça, c'est quelque chose que je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est plus compliqué à expliquer, j'ai besoin d'une bonne heure pour l'expliquer. Mais c'est explicable, c'est publié. Non, non, mais c'est vrai, c'est le système nerveux autonome, comme la vie en général, est un système ondulatoire, oscillatoire. Je veux dire, tout oscille entre, bien, entre accélération, ralentissement, entre nuit et jour, entre sommeil, réveil, etc. La nature est très oscillante. Et il y a d'énormes fréquences. Le son, c'est une oscillation, la lumière, c'est une oscillation, les ondes radio, c'est des oscillations. Et il y a la physique ondulatoire, oscillatoire, qui régit tout ça. Chaque oscillateur a une fréquence de résonance. C'est-à-dire, vous prenez, ah, si j'avais un petit oscillateur ici, j'ai pas, c'est pas grave. Vous prenez une horloge, un pendule avec un balancier. Les balanciers très longs vont plus lentement que les balanciers très courts, les kokusik. Donc chaque oscillateur a une fréquence d'oscillation naturelle qui dépend de la longueur du balancier, de la longueur de l'oscillateur, et dans la physiologie de certains facteurs. Mais il se trouve que le système nerveux autonome est en équilibre parce que le sympathique et le parasympathique s'accordent à cette fréquence, ce qu'on appelle 0,10 Hz, c'est-à-dire exactement euh, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 6 respirations par minute, 0,10 Hz. Et chaque fois qu'on atteint 6 respirations par minute, on a un équilibre qui s'installe de façon automatique. Tout à l'heure, je vous ai dit que la respiration naturelle est entre 9 et 25. Donc, c'est une respiration lente. Pas très lente, mais lente. On est en dehors de la zone naturelle de fonctionnement. On descend un peu en dehors. Chaque fois qu'on respire à 6 par minute, on équilibre le système nerveux sympathique et parasympathique. C'est comme si vous avez tous les jours 500 euros qui rentrent parce qu'il y a 500 euros qui sortent. Et donc, par la respiration, on peut faire beaucoup de choses. Et toutes ces années, j'ai fréquenté de très nombreux professionnels de la santé, de l'accompagnement, du soin, du coaching, etc., du bien-être, de la relation d'aide. Beaucoup de ces professionnels sont soit sophrologues, naturopathes, hypnothérapeutes, professeurs de yoga, enseignants de tai chi, coachs sportifs, etc. Beaucoup utilisent la respiration, pas forcément la respiration de cohérence cardiaque, mais d'autres techniques respiratoires. Et donc, ça fait quelques années que je me rends compte que la cohérence cardiaque, c'est extraordinaire, c'est véritablement, euh, je crois que tout enseignant, tout pratiquant de santé, tout professionnel de la santé et du bien-être, de la relation d'aide devrait se former à la cohérence cardiaque parce que c'est tellement simple. Il y a très peu d'exercices différents, c'est tellement simple à enseigner et c'est un bienfait, c'est un bénéfice majeur pour les clients et les patients à qui on enseigne. On leur donne un outil extraordinaire qui est gratuit, qui ne demande aucun matériel, qui va prendre 15 minutes par jour et qui va augmenter la durée de vie. Enfin, ça, c'est publié. Nous augmentons ce qu'on appelle l'amplitude de la variété cardiaque, c'est-à-dire avec ça, on va augmenter l'amplitude du balancier. C'est-à-dire on va descendre la fréquence, c'est comme si on rallongeait le balancier. Il va, en allant plus lentement, aller beaucoup plus loin. Et cette mesure se mesure, ça s'appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est l'amplitude de la variation de la fréquence cardiaque. Et c'est un marqueur de santé. Un marqueur de santé connu depuis les années 50, publié, ça c'est plus l'amplitude est grande, plus on a une bonne santé. Et, et donc je me suis dit, il y a forcément d'autres respirations qui ont aussi des effets sur la santé. Et là, ça fait quelques années maintenant, je crois que ça fait 5 ou 6 ans, où j'aimerais quand même, où je me suis intéressé à des pratiques modernes ou ancestrales de respiration. J'ai une bibliothèque extraordinaire sur la respiration, soit en vrai livre, soit en livre numérique, que je lis depuis 5 ans à peu près maintenant, avec bon, tout et son contraire, avec des choses totalement farfelues, des choses un peu capillotractées, enfin tirées par les cheveux plutôt. Et, et, mais il y a quand même des bases. Il y a quand même des bases. Et la base de tout ça, prenons le yoga qui utilise la respiration.
Bien sûr, il ne va pas utiliser la fréquence de cohérence cardiaque, mais il utilise certaines choses parce que on s'est rendu compte, prenons la salutation au soleil. On va partir d'en bas, on va inspirer en montant et en ouvrant les bras. Ces trois mouvements sont sympathiques, stimulants sympathiques. Partir tous les mouvements du bas vers le haut, ça stimule le sympathique. D'ailleurs, quand vous faites un guidage de respiration, inspirez. Vous ne pouvez Ouais. pas dire, euh, c'est même difficile Oui, à dire, oui, inspirer. C'est oui, difficile, oui, c'est oui, oui. totalement contre-intuitif. Mm. Inspire avec moi, inspire avec moi, inspire avec moi, ça ne marche pas. J'ai essayé. Et donc, le mouvement de bas vers le haut, mouvement d'ouverture, ça c'est sympathique, dominant. J'inspire et j'ouvre. Et le soleil c'est de l'énergie. La terre en bas, c'est parasympathique. Le soleil en haut. Et donc, déjà, ils font inspire, ouverture, et puis les trois mouvements parasympathiques, fermeture. Et le parasympathique, c'est ça. Et d'ailleurs, au niveau social, le parasympathique, il y a l'hormone de l'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, qui est l'hormone qui nous rassemble, qui est l'hormone de la défense de groupe, une hormone grégaire, d'assemblage. C'est véritablement ça. Et le sympathique, l'orthosympathique, c'est pas dans le nom, c'est pas toujours sympathique au point de vue amical. Ça cherche à faire fuir, ouvrir et que le parasympathique, c'est ça. Ça, c'est plus masculin. D'ailleurs, il n'y a qu'une hormone sexuelle masculine, la testostérone, qui est pratiquement purement sympathique. Chez les femmes, il y a deux hormones, les œstrogènes sympathiques dominants et la progestérone dans le mot progestation, la protection, ce côté protection, rassemblement. Et donc, dans les gestes, il y a déjà dans les gestes des modificateurs physiologiques du système nerveux autonome. Et donc, je me suis intéressé, quelles sont les bases que l'on pourrait reproduire? Quelles sont les bases que l'on pourrait euh, dupliquer, assembler entre elles pour avoir des effets de santé? Et c'est ça l'origine de mon livre. Dans la recherche que j'ai faite, qui a été passionnante, euh, j'ai trouvé et j'ai gardé 38 origines, parce qu'après, il y en a qui ont des noms différents qui se ressemblent beaucoup. 38, le soufisme, la respiration en carré, la respiration alternée, il y en a plein. Et puis certaines, je les ai assemblées entre elles et j'ai cherché les grands principes. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est à la base? Et à la base, on a éléments. Quelques éléments, de mémoire, je ne vais pas tous les dire, mais c'est ce que j'ai appelé les ingrédients. Parce que euh, j'ai voulu créer un livre de cuisine respiratoire, en fait. Et c'est-à-dire, vous allez créer vos propres recettes. Et je prends l'exemple de la pizza. La pizza, c'est une pâte et de la sauce tomate. Mais vous n'allez jamais aller demander, je veux une pizza avec de la pâte et des sauces tomates, s'il vous plaît. Ça fait partie, c'est automatique. Mais la respiration, il y a d'autres choses qui sont automatiques. L'inspiration, l'expiration, et la durée. Enfin, il y a d'autres choses qui sont automatiques. Là. Puis après, il y a les ingrédients qui vont modifier la saveur, qui vont modifier. Et ce sont ces ingrédients que j'ai cherché à faire, parce qu'on va demander une napolitaine, on ne demande pas. J'aimerais une pizza, tomate, pâte, et puis fromage et olive. Mais non. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, avec des pratiques qui existent, faire des assemblages. La base, inspiration, expiration. Euh, la base, c'est respirer plutôt en bas, sous diaphragmatique, c'est du parasympathique. Là-dedans, il y a des viscères, des organes creux, des organes de la digestion et de la reproduction. Ça, c'est pour la poursuite de la vie et de mon espèce. Et ce sont des organes, les viscères, c'est des organes parasympathiques dominants. D'ailleurs, le principal nerf qui gère ces organes s'appelle le nerf vague. Le nerf vague est le nerf, enfin, on dit le nerf vague, en fait, il y en a à droite, non à gauche. Le nerf vague, c'est le nerf parasympathique. Avant, il s'appelait le nerf pneumogastrique.
Il devrait s'appeler pneumo-gastro-pancréatico-vésiculo, etc. Tous ces systèmes sont principalement innervés par du para. Donc, quand on respire en bas par le ventre, comme on dit, d'ailleurs, les nourrissons, c'est une respiration quasiment purement parasympathique, bien, on active le parasympathique. Une respiration centrale, autour du diaphragme, c'est un mélange entre les deux. C'est ce que j'appelle l'accordéon. En plus, c'est latéral. Le ventre, c'est devant, va en arrière. La respiration centrale, c'est latéral. Donc, c'est un équilibre sympathique-parasympathique. Notre respiration habituelle de la vie de tous les jours, on est au centre, on est en équilibre. C'est au centre. Et puis la respiration claviculaire, ou apicale, on l'appelle aussi, c'est ça. Et les gens stressés, on les regarde, ils respirent comme ça. Toute petite zone de respiration, ici en haut. Les poumons, il y en a beaucoup moins là qu'en bas. Et ça, c'est la façon de s'adapter au stress. Mais ils sont obligés de respirer plus vite parce qu'ils respirent où il n'y a pas une grande expansion. Donc il y a ça. Il y a dans quel volume allons-nous respirer. Après, il y a la durée des inspirations, des expirations. Je veux dire la durée totale. Je veux dire, on ralentit, mais à un moment, le corps se dit, c'est trop lent là, c'est pas bon. Dès qu'on arrive vers 4, 5 respirations par minute, il faut être entraîné pour descendre en dessous. Parce que le corps va dire, tu es en train de ralentir, donc il va envoyer une bouffée de sympathique pour faire revenir au centre. C'est pareil. Quand on accélère trop la respiration, à un moment, il va envoyer une bouffée pour revenir en permanence. Il cherche à revenir au centre. Pour toutes ces fonctions, ça s'appelle l'homéostasie. La façon de nous garder en vie s'appelle l'homéostasie. Homéo égale, en grec, homéo égale, stasie, état égal. Donc on appelle la santé l'homéostasie. Et donc, il y a la durée, et puis il y a la durée euh, relative entre les deux. L'inspiration, on a vu avec la salutation au soleil, c'est sympathique. Chaque fois que vous inspirez, votre cœur accélère parce que chaque fois que vous inspirez, vous stimulez le système nerveux autonome et la stimulation du système sympathique, pardon, et la stimulation sympathique fait accélérer la fréquence cardiaque. C'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardio-respiratoire, tout simplement, parce que le cœur, c'est ce qu'on peut mesurer. Je ne peux pas mesurer mon activité sympathique, je ne peux pas mesurer mon activité parasympathique. Ça ne se mesure pas, la seule façon de le mesurer, c'est avec le pouls. Le cœur, quand j'inspire, le cœur accélère, d'ailleurs, vous pouvez essayer. Vous prenez votre pouls, au repos. Moi, je prends avec le doigt. Je sais qu'on dit il ne faut pas le prendre dans les doigts quand on est infirmier, infirmière, parce qu'on a souvent le. Ben oui, parce qu'on a notre propre pouls. Mais quand c'est moi-même, c'est le même. Parce qu'on me dit souvent il ne faut pas le prendre avec le pouce. Oui, mais c'est mon pouls des deux côtés. Donc, ça marche de la même façon. Donc, vous pouvez faire l'expérience, hein. Vous prenez votre pouls sur un certain temps, puis vous allez vous amuser à inspirer longtemps. En quelques secondes, vous allez sentir votre cœur qui accélère. Puis après, vous faites le contraire. Une expiration longue aussi, longue à l'inverse. Avec quelques secondes d'écart, vous allez vous rendre compte que le cœur ralentit. C'est extrêmement simple à faire. C'est ce qu'on utilise en cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration, donc 5 secondes de sympathique. 5 secondes d'expiration, 5 secondes de parasympathique. C'est tout bête. Et ça, c'est 3 lignes la cohérence cardiaque. 2 lignes et un titre. Et donc, il y a le rapport entre les deux. Si par exemple, je veux avoir un parasympathique dominant, c'est-à-dire si je suis stressé, si je suis énervé, je suis en colère, contrainte, frustration, je vais déplacer un petit peu vers le parasympathique. Je peux faire de la relaxation, mais je peux faire quelque chose assez simple. Je peux inspirer court et expirer long. Et si je veux que ce soit en cohérence cardiaque, ça dure 10 secondes, ben je vais faire 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration ou 3 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc, on peut faire ça. Mais si, au contraire, je veux stimuler un peu le système le matin pour remplacer le café, la caféine, c'est l'équivalent du cortisol au niveau système nerveux autonome, sympathique, eh bien, je vais faire une expiration soit longue, une expiration courte, soit. Il ne faut pas le faire longtemps, il y a la tête qui tourne très, très rapidement. Ben, d'ailleurs, ça se fait dans les techniques d'optimisation du potentiel, dans la formation des militaires, etc. Ce sont des techniques de donner une petite bouffée d'adrénaline en particulier. Et donc, j'ai, bon, je ne suis pas le premier à le faire, mais je pense que c'est la première fois qu'on essaie de rassembler tout ça. Et donc, j'ai assemblé des origines. Après, j'ai assemblé des auteurs qui ont écrit là-dessus.
Là, c'est pareil, moi, j'ai une centaine de livres qui ont plus développé des méthodes et des techniques et tout ça. Et à la sortie, ce serait un peu aride, un peu difficile à lire. Donc voici l'historique, voilà ce qui s'est passé au temps du soufisme, du taoïsme, au temps du bouddhisme, au temps là le Rebirth, le Breathwork Foundation, tout, le méthode Wim Hof, tout ce qui existe. Et j'ai dit, je vais utiliser des techniques qui sont utilisées par beaucoup moins été fournies par d'autres personnes ou des professionnels. Parce que moi, quand j'étais en clientèle, moi, je faisais la cohérence cardiaque, je ne faisais pas les autres techniques respiratoires. Donc, j'ai absorbé, je fais un peu l'éponge pendant les années, là, et j'ai absorbé des techniques différentes. Et j'ai dit, je n'ai pas voulu un livre médical. C'est pour ça que je n'utilise pas respiration, ventilation, et je n'utilise pas symptômes. Symptômes, c'est médical. Il s'adresse, bien sûr, j'autorise les médecins et les infirmières à lire le livre. Mais j'ai voulu vraiment démédicaliser la respiration. C'est pour ça que j'appelle ça les tracas. C'est les petits trucs de la vie de tous les jours. J'ai commencé avec un des premiers livres que j'ai lus, un livre entier de la respiration pour les bouffées de chaleur. Enfin, en tout cas, les troubles végétatifs de la période périménopausique. Qu'est-ce qu'on peut faire à la respiration? Et là, on s'aperçoit que les bouffées de chaleur, c'est quand même extrêmement complexe d'un point de vue physiologique. C'est une alternance brutale entre sympathique et parasympathique éminent. Et la bouffée de chaleur, c'est un parasympathique qui vient. Et puis après, et en fait, c'est un moment où les hormones, le rapport œstrogène-progestérone change tout le temps. Il faut à peu près 2 ans pour que ça s'égalise et qu'on s'habitue. Et donc, c'est la première chose qui m'a dit, mais voilà, avec la respiration, ce qu'on peut faire, voilà, ce qu'on peut faire, c'est d'équilibrer. Et puis après, mais là, au contraire, on va modifier le rapport sympathique-parasympathique. Donc, au moment des bouffées de chaleur, on va inspirer un peu plus longtemps qu'expirer. Et donc, j'ai récupéré des choses comme ça. Et bon, j'étais assez limité quand j'en ai parlé à mon éditeur il y a 3 4 ans. J'ai dit, voilà, j'aimerais écrire un livre sur la respiration. Je crois que j'ai écrit 3 ou 5 versions différentes parce que je ne savais pas trop par comment le prendre. Et la version du début de l'année dernière, c'était, je vais écrire 30 techniques, 30 livres, 30 auteurs et Hmm. 30 exercices. Mais je me retrouvais avec un livre de 600 pages. Mon éditeur a dit. Il n'était pas d'accord. Et donc, c'est difficile de limiter Et donc, j'ai Hmm. voulu garder les 30 exercices, mais j'ai un peu condensé le reste. Je regrette parce que c'était passionnant. Mais je ne peux pas faire un livre sur la respiration Wim Hof, un chapitre. C'est un livre entier. Je ne peux pas faire un livre Hmm. sur Oui, la ménopause. Il y a 3 ou 4 livres entiers. Donc, je ne pouvais pas oui. consacrer un chapitre. Et donc, voilà l'origine du livre. Il y a une première partie, c'est les ingrédients. Pourquoi ça marche? Et puis, il n'y a pas que les ingrédients physiques. Il y a la posture. Être debout, c'est pas pareil qu'être couché. Être, euh, être en position. Donc il y a la posture aussi qui est importante. Et on voit très bien que quand vous tapez même cohérence cardiaque dans un moteur de recherche d'images, vous allez avoir, je l'ai fait pour mon avant-dernier livre, j'ai rentré sur les images de moteur de recherche qui commence par un G qui continue avec 2 O et puis un G et puis un L à la fin. Donc, non, il ne faut pas le citer. Donc, vous cherchez les images. Sur 100 premières images qui apparaissent, je crois qu'il y en a 98 où les gens sont comme ça et les jambes en bretzel. C'est pas la cohérence cardiaque, ça. C'est la représentation qu'on a du lotus, d'une position, d'une posture. Et donc, on est quand même habitué aux postures. Donc, il y a la posture. Puis après, il y a l'intention que l'on donne à l'exercice. J'ai une intention. Si je dis, je vais faire cet exercice dans le but de moins souffrir de ces bouffées de chaleur qui me réveillent toutes les nuits, je suis très inconfortable, je dors moins bien, et moins je dors, plus, etc. Et euh, donc j'ai essayé
en 30 exercices, de faire un assemblage de, de différentes, une posture, une intention, un mantra, des phrases qu'on répète. Alors, je n'ai pas voulu les appeler des mantras. Je n'ai pas voulu que mon livre soit médical ni ésotérique non plus, ni jugé comme ésotérique. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté le livre aux commerciaux de mon éditeur, il dit, faut faire attention, pas trop. J'avais mis mantra. Et donc, j'utilise maintenant des affirmations. C'est la même chose, c'est juste le mot qui est différent. Donc, il y a des affirmations. Il y a un exemple, il y a une petite histoire de la vie de tous les jours. On voit Madame, un tel, ta, 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 ta. Et puis, il y a la posture. euh, il y a l'image mentale qui est importante aussi. Si j'associe une image mentale à la respiration, je donne une couleur différente à cette respiration. Et donc, voilà ce qu'est le livre. C'est un assemblage de 30 recettes avec euh, une vingtaine d'ingrédients différents. Il y a les ingrédients essentiels qui sont dans tous, puis il y a les ingrédients complémentaires qui, eux, donnent la saveur, quoi, qui donnent la petite différence. Et j'ai donné un nom. J'ai donné un nom imagé pour que ça montre bien un bouffée de chaleur. Ça s'appelle la brume. Et d'ailleurs, on imagine cette brume fraîche. Hein, donc, il y a le hamac, il y a la luciole. Et j'ai essayé de donner, bon, les noms, c'est moi qui les ai donnés, mais pour les techniques qui existent. Et il y a le détail de la recette. Mais le but, c'est pas de lire ce livre et d'adopter les 30 recettes. Vous avez chez vous 20, 30 livres de cuisine, je suppose. Vous les avez jamais lus tous jusqu'au bout. Les images sont très jolies. D'ailleurs, vous verrez, j'ai eu la maquette aujourd'hui du livre. Il est magnifique. Mais magnifique. Aujourd'hui, je l'ai. Et, et donc, c'est les recettes, mais ce que j'ai fait, parce que souvent, si vous, une recette sur Internet, vous regardez les commentaires des personnes. Ah, elle est géniale, cette pizza. Moi, j'ai remplacé la mozzarella par du gruyère. Et puis, j'ai remplacé la farine par de la maïzena. Et puis, j'ai pas mis de sel, mais j'ai mis du bicarbonate. Et donc, on se retrouve avec des recettes totalement explosées, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et ils le disent en plus. Et ben, c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai 30 recettes. Et mon but, c'est que les personnes puissent comprendre comment ça fonctionne. Il faut de la pâte. Il faut une inspiration, expiration. Il faut la sauce pour allier. Et puis après, on choisit en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Donc le but, c'est avec 30 recettes, avec 30 respirations. C'est comme ça que je les ai appelées. Ça fait un peu un clin d'œil à mon livre précédent qui s'appelle Cohérence Kid, qui est sur le même principe, et je n'ai pas fait exprès au début, c'est-à-dire cohérence Kid, la cohérence cardiaque chez l'enfant. La physiologie de l'enfant est très... Je surveille la montre en même temps, mais ça va très bien. La physiologie de l'enfant est assez différente de celle de l'adulte au niveau des fréquences et tout ça. Et puis en plus, il y a tout le climat hormonal qui est totalement différent jusqu'à la puberté, qui fait que ça modifie beaucoup la cohérence cardiaque chez l'enfant. Et donc j'ai voulu écrire un livre. Et là-dessus, il y a 47 respiroutines qui sont des petites histoires pour les enfants avec une respiration, avec une histoire dessus. Et là, c'est aux parents, aux enseignants, aux personnes qui s'occupent des enfants que j'explique la physiologie dans la première partie, c'est les 100 premières pages. J'explique pourquoi on va ouvrir, on parle de salutations au soleil, on parle de choses comme ça pour les enfants. Et j'ai voulu reprendre un peu le même principe en étant beaucoup plus approfondi. Chez l'enfant, il y a 2 pages, il y a 5 ou 6 pages par souffle dans le livre pour adultes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est qu'après, une fois que j'ai compris, ben, je vais prendre ces ingrédients et je vais inventer ma propre pratique et je le teste. Zéro risque. Vous ne risquez rien. Vous pouvez même pas mourir en arrêtant de respirer. Donc, vous risquez rien. Donc, on essaye. C'est un livre de cuisine respiratoire avec les ingrédients, 30 recettes de base et l'imagination pour poursuivre. Donc, voilà ce qu'est le grand livre des souffles. C'est un livre de cuisine respiratoire. Voilà. C'est vrai que le principal, c'est finalement que les gens passent à l'expérience.
Mais bien et sûr, à la pratique. bien sûr. Ça donne cette dimension-là. Ouais. En Et, sachant que quoi que vous fassiez avec la respiration, oui, et ça les études le montrent, ça s'appelle de la respiration consciente mais ou de oui. la Mm, breath mindfulness, la mm, pleine conscience respiratoire. mm. Dès que vous prenez conscience d'un phénomène physiologique, sans forcément vouloir le contrôler, il n'y a que la respiration que vous pouvez contrôler. Mais dès que vous observez votre respiration, il y a un effet, je ne vais pas dire thérapeutique, un effet de santé qui s'installe. Et quand on mesure ce qu'on appelle les amplitudes de la variété cardiaque, rien que le fait de dire fermez les yeux, on met un petit capteur à l'oreille ou au doigt, fermez les yeux, observez votre respiration, l'air qui entre, qui tourne et qui repart. En général, rien que ça installe un état de cohérence cardiaque qui n'est pas en mesure, qui n'est pas extraordinaire. Et dès qu'on prend conscience de quelque chose d'interne, la méditation, c'est exactement la même chose. Et là, ce sont les pensées qu'on observe. Je veux dire, mettez-vous au repos. Le, la- le repos est obligatoire, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire l'absence de mouvement musculaire. Si vous bougez, si vous avez un mouvement, eh bien, vous allez stimuler que le sympathique. Et donc, vous ne pouvez pas être en équilibre. Et c'est pour ça que euh, les postures de méditation ancienne ont inventé le yoga. Le yoga, ça vient du sanskrit yog. D'ailleurs, en anglais, ce mot existe encore. The yoke, c'est le joug qu'on met sur les bœufs pour contraindre. Le joug, c'est le même mot. Yoke, c'est devenu joug en français. Et, et c'est comment apprendre à être immobile. Et le yoga, ce sont des postures au départ. Apprendre l'immobilité, parce que l'immobilité, nous sommes des animaux, nous n'aimons pas l'immobilité. Donc, ce sont des techniques pour apprendre les postures, pour apprendre l'immobilité pour la méditation. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Et bon, voilà, je fais une petite diversion vers le yoga, mais c'est vrai que le simple fait d'observer une fonction, la méditation, voilà, c'est là où je voulais en venir. La méditation, je mets au repos, au calme, pas de mouvement, et j'observe mes pensées. La pensée est toujours adossée à une émotion, quoi. C'est très lié, pensée, émotion, ça va ensemble. Et observer les pensées, et on s'entraîne d'être dans la présence, dans le ici et maintenant, et de laisser passer les pensées comme le nuage dans le ciel et n'y attacher aucune émotion. On s'entraîne à se mettre en mode d'apesanteur émotionnelle. Il faut savoir que, je vais terminer avec ça, que le système nerveux autonome est aussi le système de gestion des émotions. Toutes les émotions, sans aucune exception, toutes les émotions, sans aucune exception, ont une polarité soit sympathique dominante, soit parasympathique dominante. Si on prend les 7 émotions de base selon Ekman, la plupart sont sympathiques dominantes. La colère, la peur, la surprise, le dégoût, ça accélère le cœur, tout ça. La joie, ça accélère le cœur aussi. Ce sont des sympathiques dominants. Ça accélère, ce sont sympathiques dominants. Et puis, si on prend la honte et la tristesse, ce sont des parasympathiques dominants. Et en général, ce sont des émotions sociales. La honte, j'ai enfreint une loi sociale, donc je me fais tout petit. La tristesse, je vais déclencher des larmes qui sont un message de consolation. Je vais attirer la consolation avec la tristesse. Mais il n'y a pas d'émotion sans réaction. D'ailleurs, dans le mot émotion, ça vient là du latin, et movere, c'est un mouvement vers l'extérieur, ex movere. Et donc, l'émotion est un mouvement corporel interne qui est attaché à une pensée. Qu'est-ce qu'on fait dans la méditation? On se met, on apprend à ne pas attacher une émotion aux pensées qui passent. Qu'est-ce qu'on fait dans la cohérence cardiaque et dans les techniques respiratoires? Ben, on apprend par la respiration à se mettre dans l'équilibre du système nerveux autonome. Et quand on est en équilibre, on est en mode d'apesanteur émotionnelle aussi. Donc c'est le même combat, c'est le même objectif que, que la méditation. La méditation, c'est ce qu'on appelle une induction cognitive de l'équilibre. Nous, c'est une induction respiratoire. Mm, Voilà, bah, voilà mon livre. là,
Merci hein, pour cette présentation et c'est vrai que ça me fait penser à quand j'ai fait mon DU de pleine conscience et compassion en fait. Les enseignants, toutes les heures, nous faisaient nous arrêter une minute pour faire juste de la respiration consciente. Mais bien Juste sûr, ça. Et c'est vrai que c'est bluffant à quel point finalement on arrive à se concentrer toute une journée, parce que bon, c'était, voilà, la plupart, on n'était plus habitués à rester assis devant quelqu'un qui nous enseigne quelque chose toute la journée, avec en plus des choses très théoriques. Donc, c'est vrai que de faire cette expérience-là, de s'arrêter toutes les heures, moi j'avais, alors je pratique la méditation, mais j'avais jamais m'arrêter comme ça sur une journée, toutes les heures, j'ai été bluffée à quel point une minute, bien sûr, c'était rien en fait, hein, mais à quel point ça permet l'attention, la bien sûr, concentration, bien sûr. l'énergie aussi. C'est juste incroyable. Ouais. Je Et, pense qu'autrement, j'aurais été épuisée à la fin de chaque journée oui. parce que le cerveau, bah voilà, il est toujours en alerte, en travail, etc. Juste une minute, quoi. Et c'est ce que la- dans la première heure de mes formations en cohérence cardiaque, bon, maintenant elles sont bien structurées, là maintenant ça fait 25 ans que je l'ai fait. Je dis, s'il doit rester une seule chose de cette formation, peut-être vous ferez en clientèle jamais la formation de la cohérence cardiaque en client, faute de temps, ça vous intéresse pas. S'il y a une chose qui reste, c'est respirer 1 à 2 minutes d'ici que respiratoire, c'est 1 minute 40 avec vos patients, vos clients. Démarrez vos consultations avec ce que j'appelle la respiration synchrone. C'est-à-dire, vous allez dire, et vous les prévenez, vous leur dites, j'ai l'habitude en tant que thérapeute, soignant, etc., de respirer avec tous mes clients, mes patients. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Vous allez, je vais vous guider. On va faire ça pendant 10 respirations. Vous allez inspirer quand je fais ça. Vous allez souffler quand je fais ça. Et moi, je me mets en cohérence cardiaque. Je ne parle pas de cohérence cardiaque là. C'est pas ils ne sont pas venus pour ça. Et respirez avec moi. On en a fait 10. Voilà. Et je dis aux personnes que je forme, ce petit acte d'1 minute par patient, par cliente, va transformer votre vie professionnelle. Vous serez nettement moins fatigué à la fin de la journée. Et si vous avez 10 clients par jour, vous ajoutez 10 minutes de cohérence cardiaque à votre crédit cohérence cardiaque. C'est comme si la banque vous versait des crédits dans votre porte-monnaie d'équilibre budgétaire. Et ce petit geste, c'est tout simple. Et c'est pour ça que le simple fait d'observer la respiration est déjà un acte de santé. C'est clair. Vous avez été avec David Serran-Schreiber un des premiers, en fait, hein, en France en tout cas, à défendre cette approche de la santé intégrative. Oui. Voilà, Alors, oui, alors David Servan-Schreiber, ce qu'il a lancé, c'est le livre Guérir. Hein. Donc, en avril 2003, le livre Guérir le stress, l'anxiété et la dépression euh, euh, sans médicaments. Ça, c'est le sous-titre. Et donc là-dedans, il y a, bien sûr, il y a la cohérence cardiaque, chapitre 3 et chapitre 4. Il y a le MDR, qui est une technique de psychothérapie assistée par les mouvements oculaires. Il y a les oméga 3. Et il y a la luminothérapie. Et une dizaine de pratiques de santé qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans des livres de santé. Et c'est là qui a vraiment été le point de départ. Donc David, je le connaissais. Et à partir de là, il y a eu très rapidement, moi j'étais encore installé à l'époque en France, il y a eu très rapidement des demandes de formation. Et c'est pour ça que David a créé EMDR France à l'époque, et il était le président de EMDR France, puis EMDR Europe, pour l'enseignement de l'EMDR. Mais très vite, il y a eu une demande d'enseignement de la cohérence cardiaque. Donc là, il m'a demandé de le rejoindre, et je l'ai rejoint en 2006. Et 2005, ça fait 20 ans là, cette année, je l'ai rejoint en 2005 pour enseigner la cohérence cardiaque. Et puis par la suite, il y a eu la psychologie positive. Et là, c'est Florence, sa cousine, qui l'a enseigné. Et donc, on avait appelé ça, mais cette appellation, l'Institut de médecine intégrée de Paris,
l'association n'a pas duré très longtemps, vous avez été décédé. Et donc, hélas, l'appellation Institut français de MDR est revenue. Et ça s'appelait Essentia, mais ça existe encore. Et, et les formations continuent en EMDR. Il y a une soixantaine de formateurs. Je fais toujours partie de cette équipe pour la formation de la cohérence cardiaque, que je donne toujours 2 fois par an à Paris. Là, à l'Institut de MDR, mais c'est la branche cohérence cardiaque. Comment Et vous c'est, voyez oui, l'évolution depuis ce temps-là? Parce que c'est voilà, c'est... incroyable. C'est Hmm. incroyable. Et moi, j'ai eu la chance ou le bonheur euh, de. Le livre 365 est quand même mon quatrième livre, c'est pas le premier, c'est le quatrième. Jusqu'à présent, aucun éditeur ne voulait publier un livre sur cohérence cardiaque. Donc, ça va intéresser personne. Et c'est pour ça, en tant que nutritionniste de formation, le premier livre, ça a été Maigrir par la cohérence cardiaque. Il y a une approche, une application de la cohérence cardiaque. Mais il y a plusieurs livres avant, un livre qui parle que de cohérence cardiaque, il a fallu qu'il y ait trois livres avant pour que ça intéresse. Et c'est vrai que c'est à partir de ce livre-là qu'il y a eu beaucoup de, de presse. Et j'étais très présent, non, j'habitais déjà au Québec à l'époque. Et il y a eu quand même une grosse des retombées par la presse, parce que c'était quand même assez novateur. Et c'est vrai que le nom 365 a porté la cohérence cardiaque. Donc, Hmm. je suis content d'avoir participé à ça. Oui, c'est clair, hein, parce que ça, bon, ça a continué d'évoluer, à mon goût, trop lentement encore, mais Bon, la cohérence cardiaque, pour moi, souffre un peu. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire. Un livre qui ne s'appelle pas Cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est citée, mais au même titre que le breathwork, le Ho'oponopono, d'autres choses comme ça. Elle est citée. Et pour un peu démédicaliser la cohérence cardiaque. Le terme cohérence cardiaque ne me convient pas vraiment. Parce qu'on me demande souvent, est-ce que vous êtes cardiologue? Non, je ne suis pas cardiologue. D'ailleurs, les cardiologues, la cohérence cardiaque, ça ne les intéresse pas vraiment. Ça s'appelle cardiaque parce qu'on mesure le système nerveux autonome par le cœur, c'est tout. C'est juste la façon de mesurer. Et c'est dommage parce que ça lui donne une connotation médicale. Alors, tout le monde peut faire la cohérence cardiaque. Et on ne le fait pas dans un but médical. Il se trouve qu'il y a des bénéfices médicaux, comme pour la méditation, comme pour le yoga, comme pour la marche à pied, comme pour la marche afghane. Il y a des effets de santé. Mais et je trouve que ça médicalise trop la cohérence cardiaque. Et je trouve hmm, que c'est dommage parce qu'elle est hmm, accessible à tout le monde. Voilà. bien sûr, bien sûr. Il y a une petite question aussi, parce que vous avez écrit un livre très intéressant sur l'intuition. Je la sentais venir, celle-là. Oui, parce on en a parlé en amont. Oui, mais ça fait rien. Euh, c'est le livre qui m'a demandé le plus de travail, parce que là aussi, je suis en dehors de ma zone de confort. La cohérence cardiaque, j'ai aucun mal, je peux en parler pendant des heures, vous vous en rendez compte, que ça, c'est que le début, hein. Et, et pour moi, c'est devenu presque une nécessité. Je ne suis pas le seul. Tous les pratiquants, moi aussi, j'ai une pratique de méditation de pleine conscience en parallèle. Toutes les personnes que je rencontre, avec qui je parle, ou quand je fais des conférences ou autre chose, qui pratiquent cohérence cardiaque, méditation, pleine conscience, etc., se sont rendus compte d'avoir parfois des perceptions de malaise, de je ne le sens pas, euh, cette personne, cette situation, je ne suis pas à l'aise, une certaine préscience, préconnaissance, prémonition. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et là aussi, pour écrire ce livre, je suis allé chercher un peu dans les publications, y compris les publications scientifiques. Et il y en a des expériences, y compris scientifiques. Et il y en a. Je ne cherche pas à expliquer, je n'explique rien. Et c'est vrai que on peut s'entraîner à percevoir des signaux du corps. Le corps nous envoie des signaux qui sont souvent basés sur nos expériences du passé et les émotions qui ont accompagné les expériences du passé. Souvent, on oublie les bonnes ou les mauvaises expériences, mais le corps n'oublie pas. Et quand il retrouve des situations similaires, eh bien, il va envoyer des petits messages. Et donc, il y a
on peut s'entraîner à être à l'écoute de son corps. Et la cohérence cardiaque nous fait obligatoirement, on met la méditation, ça, on écoute le corps, on le regarde de l'intérieur. Et on s'aperçoit que ces personnes-là ont plus grande facilité de prendre des décisions. Parce que la décision qu'il ne faut pas prendre d'un point de vue danger, danger pour moi, pas que physique, bien souvent, il y a des petits signaux d'alerte qui me disent non, là non. C'est rarement des oui, c'est très souvent des non. C'est rarement oui, il faut que tu fasses ça. Non, c'est non, 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 faut pas que tu fasses ça. Et c'est pour ça que je suis parti de là. Et voilà, le livre Intuition, c'est 31 exercices, parce que j'ai trouvé 31 publications qui parlent de choses un peu extraordinaires, qui paraissent extraordinaires, mais qui ont été publiées, validées et confirmées. Et donc, je pars de là, et à partir de ces faits existants et documentés, dire voilà, ben, à partir de cette expérience-là, pourquoi pas essayer d'être plus performant d'un point de vue, euh, d'un point de vue décisionnaire. Parce que la peur nous fait souvent, la peur est mauvaise conseillère. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Il faut dormir dessus. Pourquoi la nuit? La nuit, c'est du parasympathique. La nuit, on est en mode, quand on dort, bien, on est en mode parasympathique dominant, il n'y a pratiquement pas de sympathique, il y a zéro cortisol la nuit, zéro cortisol. Il n'y a que de la DHEA, il y a que des hormones parasympathiques qui favorisent l'attention, la mémorisation, la récupération des souvenirs et, euh, et sur les décisions calmes, les ondes alpha cérébrales. Et donc, c'est pour ça qu'il passe au moins une nuit dessus, passe un moment de parasympathique qui est favorable au temps long, qui est favorable à prendre des meilleures décisions. Donc voilà la base du livre Intuition. Et c'est toujours pareil, je pars de beaucoup de lectures, je condense et j'essaie d'en faire quelque chose d'intéressant. C'est le livre, je n'en parle jamais, on m'en parle toujours. Parce que quand au cours d'une formation, d'une conférence, heureusement que c'est la fin là, on en parle, on ne finit par parler plus que de ça. Voilà, Mais oui. voilà. Mm, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et je pense aussi que les soignants ont développent en fait Bien sûr. cette sensibilité. Empathie, euh, cette sympathie, ce ressenti. Euh, et je pense que nous, en tant que médecins, euh, mais encore, je suis un peu de l'ancienne école. Ça fait 50 ans l'année prochaine que je suis médecin. Et on, on rentre dans la salle d'attente, on voit la prochaine personne, on a déjà, sans jamais lui avoir parlé, la moitié de l'interrogatoire qui est déjà fait. Et c'est intuitif, quoi. Je vais lui poser des questions sur l'hypertension artérielle. Là, je vais lui poser des questions sur le sommeil. Je vais lui poser des questions là-dessus, sur ses relations sociales. Et je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de 40 clients par jour pendant 30 ans, quoi. Donc, c'est ça, c'est voilà, ça. Et c'est la même chose pour la respiration, le souffle, etc. Hein. C'est aussi une pratique. Voilà, la répétition fait que. bien sûr, Et bien sûr. du moment où on fait taire le mental, Mhm. gentiment, hein, ça se tait, enfin c'est par la pratique que ça se tait gentiment, etc. Bah, il y a cette intuition Bien qui sûr. se développe et qui. Alors, il faudrait trouver un autre nom qu'intuition, parce qu'il connaît connoté, mais pourquoi pas? C'est pas le titre que j'avais choisi au début, mais c'est le titre qui est venu après naturellement, mais je pensais pas l'appeler intuition, je pensais l'appeler décider, ER à la fin, l'infinitif, décider. Et puis bon, ça a changé de une intuition et ça a été une bonne chose. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, voilà, voilà, pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous voulez peut-être faire le petit mot de la fin, conclure? Le petit mot de la fin. N'oubliez pas de respirer. Ben, le corps respire pour vous. Mais prenez, comme Audrey a dit tout à l'heure, ces petites pauses respiratoires. Ça peut se prendre n'importe quand, n'importe quelle situation. Juste un feu rouge, je veux dire, juste inspire, pas en conduisant, hein, c'est pas prudent, mais juste un feu rouge, un petit arrêt dans la vie, salle d'attente. Là, j'ai un petit moment d'attente, la file du supermarché. Là, je rentre à la maison. Ouf, le soupir de soulagement, c'est déjà un geste respiratoire de repos. Il y a l'autre geste,
surprise par exemple. Inspiration, blocage dans l'inspiration, vous stimulez à fond le système orthosympathique, vous mettez en garde à vous. Quand le danger est passé, on stimule le parasympathique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça descend, on souffle, on stimule le parasympathique, le ouf de soulagement. Mais faites des oufs de soulagement plusieurs fois dans le jeu. Merci beaucoup David et merci Ça vraiment m'a fait voilà, pour plaisir. toutes ces magnifiques explications. Voilà, et je mettrai en lien voilà, là Avec où les plaisir. gens peuvent trouver en tout cas vos livres. Merci à vous.